Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel. Allez, on a 10-15 minutes pour parler des marchés émergents avec un spécialiste, Bruno Vanier, qui est avec nous en plateau, le président de GMO Assets. Bonjour Bruno. Bonjour. Spécialiste, parce que GMO Assets, depuis le début, vous investissez à travers votre fonds phare en actions et en actions, alors exposées aux émergents ou en actions émergentes directement. C'est ça, Bruno. J'ai plein de questions. Non, mais la Chine, allons-y. Le ralentissement chinois est désormais cité comme le premier risque extrême par les gérants de fonds qui ont été interrogés dans la dernière enquête mensuelle réalisée par Bank of America, enquête mensuelle qui est toujours intéressante. Pour la première fois, le ralentissement chinois devient le premier risque. Où est-ce qu'on en est de la relance chinoise aujourd'hui, Bruno ? Il faut déjà comprendre qu'il n'est pas récent, quand même, globalement, que ce ralentissement chinois dû plutôt à un resserrement des conditions de liquidité et des conditions monétaires en Chine depuis 2015. Non, 2015-2016, oui, ça a commencé. Tout à fait. A eu déjà un impact fort. Il ne faut pas oublier que les bourses chinoises ont plutôt bien baissé l'année dernière. Alors effectivement, la problématique entre les États-Unis et la Chine était souvent citée comme étant la raison numéro 1 de cette baisse. Oui, elle passe au deuxième plan là. C'est vrai que les relations sino-américaines se réchauffent indéniablement depuis quelques semaines et qu'on s'achemine sans doute vers un accord commercial qui réglera à peu près cette guerre commerciale qui nous a affecté quand même tout au long de la deuxième moitié de l'année dernière. N'oublions pas quand même que, rappelez-vous, au début qu'on en parlait, c'était le marché chinois qui baissait, le marché américain n'était pas du tout affecté, alors que c'est vrai qu'à partir du quatrième trimestre, on voit les deux marchés affectés négativement par ce climat délétère, et c'est peut-être presque une bonne chose, paradoxalement, parce que depuis, on peut dire que... Plus il y a de douleur, plus il y a de pression, plus ça force à résoudre le problème. Et c'est vrai que depuis, M. Trump a quand même une attitude, en tout cas dans son façon de communiquer, quand même plus constructive, on va dire, vis-à-vis de la Chine. Donc on devrait avoir un accord. Est-ce que cet accord sera optimal ? Sans doute que non. Il y a un certain nombre de sujets dans la technologie, dans les transferts de technologie qui risquent d'être un sujet qui pourrait nous affecter pendant plusieurs mois. Le sujet de la devise également, est-ce que... Alors les Américains disent qu'elle est encore sous-évaluée, qu'elle devrait encore se réévaluer, je parle du renminbi, risque d'être un sujet, sachant que la Chine, à terme, veut un peu se détacher du dollar d'une certaine manière, donc faire en sorte que son commerce à elle, la Chine vis-à-vis de ses partenaires, soit dédollarisé et qu'il se fasse, ou une proportion plus importante se fasse en renminbi. On imagine bien que ce sujet-là est aussi un sujet de tension, donc ça pourrait revenir. Donc ce sujet n'est pas réglé, mais il est en phase quand même, en phase d'être dans une dynamique plus positive. Et donc s'il y a moins de tensions commerciales... On revient au sujet domestique. C'est ça. Et c'est vrai que l'économie chinoise a subi un ralentissement non négligeable, exacerbé par ces tensions commerciales, je dois dire. On voit que les chiffres d'exportation au dernier trimestre, même au premier trimestre, sont quand même assez mauvais. Et que même les chiffres de consommation, on a constaté également un ralentissement non négligeable, notamment dans certains secteurs, le secteur de l'automobile. Vous parliez de BMW. BMW est bien sûr affecté aussi par les mauvais chiffres chinois dans le secteur. Et ce plus bas économique, on va dire, c'est peut-être ce trimestre, premier trimestre, peut-être que c'était le quatrième trimestre dernier. Sensiblement, nous on estime que c'est à peu près autour de la première moitié, donc on pense que les chiffres macro-chinois, consommation, investissement, risquent d'être encore assez mauvais. Et de fait, il justifie une sorte de plan de relance par les autorités chinoises qui a été annoncé en partie. Alors, la grande différence qu'on peut noter, et ça c'est quand même pour moi très positif, c'est plus, je veux dire, la Chine qui, face à un ralentissement, dépense. C'est ce qu'elle a fait dans le passé, rappelez-vous en 2009, massivement. Ça devient plus subtil ? Ça devient plus subtil, ce qui est quand même une bonne chose. Oui, parce que nous, quand on regarde la Chine, on regarde les grandes masses, forcément, donc on cherche à savoir combien ils réinjectent dans l'économie. Et en fait,
c'est pas tant la question de quantité, vous dites. C'est surtout la manière aussi comment on le fait. Hein. Alors, à l'époque, c'était plutôt la Chine dépense parce qu'elle avait les moyens de dépenser et que dans certains secteurs, c'était tout à fait justifié de faire de la relance par l'investissement. Aujourd'hui, ça l'est moins, bien évidemment, parce que l'investissement chinois était massif et que beaucoup de secteurs, beaucoup d'infrastructures, de secteurs ont moins besoin de ces investissements. Clairement, il y a un besoin moindre qui vient du fait que simplement on est déjà bien équipé, quoi. Mais là, l'approche qui est originale, peut-être pas, mais en tout cas intéressante, c'est plutôt faire de la dépense. Il baisse les impôts. Alors, et ces baisses d'impôts, que ce soit baisse de la TVA, baisse aussi des impôts personnels, on l'évalue à peu près autour de 1,8, presque 2% de points de PIB. C'est quand même pas négligeable. Hein. Et une baisse de TVA, ça a un impact très positif pour les marges des entreprises. Hein. C'est pas simplement de la relance de la consommation. Là, c'est aussi une aide directe aux entreprises et notamment aux PME qui ont souffert l'année dernière, il faut le dire, de conditions monétaires plus restrictive. Hein. Sur la Chine, là, il y a un élément intéressant. Xi Jinping entame une tournée européenne à partir de demain, donc il va passer par l'Italie, Monaco. Je ne sais pas ce qu'il va faire à Monaco. Je n'ai pas regardé précisément, mais il passera par Monaco. Et puis Paris, il sera reçu par le président Emmanuel Macron ce week-end. Il va réaliser un gros coup avec l'Italie, Xi Jinping, Bruno. Il va intégrer un pays du G7 pour la première fois à son initiative de route de la soie, Belt and Road. L'Italie est prête à aller émettre de la dette sur le marché obligataire chinois. Là aussi, c'est une première. C'est quand même un gros coup qu'il en passe de réaliser en mettant l'Italie, alors je vais pas dire dans le giron de la Chine, c'est un peu caricatural, mais non, mais ça va faire des gros titres quand même. Ça fera des gros titres, Bruno. Tant mieux, hein, si ça fait des tant mieux pour les journalistes. Tant mieux pour les journalistes. Ce qui est intéressant de constater, c'est que voilà, la volonté chinoise de toujours d'avoir des partenariats avec quelques pays que ce soit, j'ai envie de dire. C'est vrai que là-dessus, ils sont pas forcément très regardants, quoi. Et que ça touche un pays européen. Parmi les pays les plus développés, tant mieux pour la Chine. Elle sécurise quelque part ses accords commerciaux pour le long terme, quoi. Soit de façon bilatérale, soit de façon multilatérale. La Chine a une vision là-dessus extrêmement opportuniste, on va dire, hein, et sans état d'âme, je veux dire, on comprend bien la stratégie chinoise de ce point de vue-là. Ouais. Donc, moi, j'ai envie de dire, tant mieux pour les deux parties, parce que clairement, les deux parties peuvent en bénéficier. Alors, l'autre point que vous évoquez, c'est sur le fait qu'effectivement, de pouvoir que chacun pays, entreprise, puisse émettre de la dette en Chine. Alors, auprès des investisseurs chinois. Voilà, c'est déjà le cas pour un certain nombre de grandes entreprises mondiales. Mais c'est aussi, il faut le voir dans un cadre particulier, cette volonté d'internationaliser le marché obligataire chinois. C'est vrai que la Chine a beaucoup d'excédents, elle a beaucoup d'épargne. Hein. Le marché obligataire chinois, c'est déjà le troisième marché mondial et c'est en passe de devenir sans doute un des... peut-être pas le marché américain, mais en tout cas sans doute le deuxième à terme. Là aussi, dans cette volonté aussi d'internationaliser le renminbi, alors qu'il n'est pas encore totalement converti, mais qu'il le sera sans doute à terme. J'estime que c'est une bonne chose pour le renminbi. Bon, grosse annonce en tout cas à prévoir entre Xi Jinping et les autorités italiennes à l'occasion de la visite d'État de Xi Jinping qui commence demain, je crois, par l'Italie, donc Rome, Monaco et puis Paris. Et puis tout ça dans la perspective d'un sommet UE-Chine qui sera intéressant à suivre le 9 avril prochain à Bruxelles. Question sur le Brésil. Bruno, c'était hier la première rencontre entre Donald Trump et Jair Bolsonaro, deux hommes qui sont sur la même longueur d'onde, c'est le moins qu'on puisse dire. Au point que Donald Trump envisage d'intégrer le Brésil à l'OTAN. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Ah, pourquoi pas. Hein. Bon, enfin, la relation n'a jamais été aussi proche, c'est ce que dit Donald Trump. Bon, je ne sais pas si ça appelle un commentaire. Non, moi, je regardais quand même les chiffres économiques récents du Brésil. C'est pas spectaculaire quand même. La fin d'année a été très très faible après une récession marquante et profonde en 2015-2016. Non, on voit bien que il y a un optimisme en ce moment sur la bourse brésilienne qui est basé sur le fait qu'on peut s'attendre à un certain nombre de réformes structurelles
structurels qui sont très positifs pour je dirais la trajectoire économique du pays, mais c'est sûr que ça prend du temps, hein, tout ça se fait pas du jour au lendemain, et que sur l'économie en soi, hein, c'est-à-dire que globalement, on a une économie soit en récession, soit en stagnation depuis au moins 5 ans maintenant, et qu'on a un peu de mal à décoller. C'est 1% de croissance l'an passé. Voilà, c'est ça. Pour un pays de cette taille-là. C'est-à-dire qu'on a eu un certain nombre de choses exceptionnelles. Rappelez-vous ce qui s'est passé au mois de mai sur les transports, les élections aussi qui ont mis un peu qui ont immobilisé un certain nombre d'activités. Créé un peu d'attentisme. Donc, on peut décemment s'attendre à une activité économique meilleure cette année, qui pourrait aussi encore s'améliorer l'année suivante. Donc, d'un point de vue boursier, c'est plutôt positif. D'autant que les entreprises, elles, n'ont pas attendu ce renouveau économique, j'en dire, ou cette croissance économique pour se restructurer. Et même si la croissance du PIB, la croissance des chiffres d'affaires en général reste faible, on voit une croissance bénéficiaire, également des cash flows qui est largement supérieure. Donc on voit bien que les coûts ont soit baissé, en tout cas moins augmenté que les chiffres d'affaires. C'était plutôt une bonne chose. Et donc on peut se dire quand même, d'un point de vue boursier, on reste dans une dynamique très positive, en dépit de la bonne tenue déjà du marché brésilien. J'ajouterais que les réformes, notamment la réforme des retraites, qui devrait passer au Congrès brésilien d'ici le mois de juin, ce serait extrêmement positif, bien sûr, si ça se fait dans des conditions sans trop de changement, dénaturer la réforme, telle qu'elle a été exposée aujourd'hui. J'ajouterais qu'on a aussi un programme de privatisation au Brésil qui est intéressant quand même, et qui touche notamment Petrobras. Petrobras, c'est une valeur qu'on a en portefeuille, qui représente plus de 3,5% de notre portefeuille. On croit beaucoup à cette dynamique de privatisation. Petrobras a beaucoup de dettes, ils doivent vendre des actifs pour rembourser leurs dettes. Donc il y a sans doute là, à terme, une réduction du chiffre d'affaires ou du périmètre d'intervention de Petrobras, mais c'est pour le mieux. C'est une société qui va se concentrer un peu plus et encore plus sur l'exploration pétrolière. La valeur pour l'actionnaire va être renforcée. Exactement. Donc on reste très positif sur le titre. Très clair. Bon, il nous reste 2 minutes pour évoquer l'Inde. Ça va être la grande élection de l'année dans les marchés émergents. C'est du 11 au 19 avril prochain, l'élection générale dans le pays. Ça prend un peu de temps. Bon, est-ce que alors la question, parce que évidemment personne suit de près la politique indienne. Non, mais Narendra Modi, 5 ans au pouvoir, qu'est-ce qu'on peut en dire? Est-ce qu'il est en position d'être réélu aujourd'hui, sachant que les élections vont se tenir dans le sillage de cet épisode quand même de tension important qu'on a eu au Cachemire avec le Pakistan? Paradoxalement, souvent c'est le cas. C'est une bonne intervention militaire est plutôt positive pour le régime en place. Et clairement, non pas qu'on voyait Modi perdant sur ces élections, mais clairement, entre septembre et février, on avait quand même de vraies interrogations sur le fait qu'il puisse perdre ces élections et que le Congrès, le parti donc une bonne crise avec le Pakistan, le sentiment nationaliste un peu reflaté, et donc du coup et aussi un peu le manque peut-être de professionnalisme du Congrès qui est tombé dans le piège, quelque part dans le panneau. Et c'est vrai que là, clairement, le Modi, en tout cas le BJP, a repris un peu la main. Et je dirais que le consensus actuel, c'est qu'il remporte ces élections, soit avec une majorité absolue, soit avec une majorité, et donc le faire avec certains partenaires, mais globalement, il semble qu'on s'achemine vers une élection qui soit un non-event d'un point de vue boursier. Si effectivement il la gagne, ce ne sera pas forcément extrêmement positif pour les marchés financiers, mais en tout cas, s'il la perd, c'est sûr que ce serait négatif. En conclusion, Bruno, tout le monde est long émergent aujourd'hui, là, tous les allocataires, tous les gérants qui... Non mais au-delà des seuls spécialistes, alors c'est un trade quand même, c'est une position avec laquelle beaucoup sont confortables aujourd'hui, mais vous dites vous aimeriez qu'il y ait encore plus de gens bien sûr, en achat sur les émergents. Non, ne croyez surtout pas que les investisseurs globaux sont surpondérés la classe active. Ils ne le sont pas encore, clairement. Alors pour certains, pour des raisons structurelles, ils ne le seront pas. Mais pour d'autres, non, il y a encore de la marge, j'ai envie de dire, à ce niveau-là. Donc il n'y a pas d'euphorie sur le positionnement des marchés vis-à-vis des émergents. Et même s'il y avait une certaine euphorie au mois de janvier, rappelez-vous qu'on a des fortes hausses, on monte de plus de 8% au mois de janvier. En février, ça se calme un peu. Et puis surtout, les autres marchés, américains, européens, ont également repris du poil de la bête
depuis quelques semaines. Donc la performance des marchés émergents depuis le début de l'année, finalement, elle est légèrement inférieure à celle des grands marchés développés. Sur le marché américain, comme toujours, on tire un peu tout le monde. Avec le Nasdaq. Merci beaucoup Bruno. Merci d'avoir été avec nous en plateau pour évoquer quelques points clés quand même sur ces marchés émergents. Merci de nous apporter votre expertise à ce sujet. Bruno Vannier, le président de Gemway Assets. Il est un peu plus de 16h30. Direction New York dans un instant. Des marchés en pause qui baissent légèrement avant le rendez-vous de la Réserve fédérale américaine. BFM Business, Intégral Bourse, jusqu'à 18h, la bourse en temps réel.